Un aspect important dans l'aéroport, c'est la maîtrise du temps. Et ce que nous avons fait dans le site web, le nouveau site web qui est ouvert depuis le 5 mars dernier, nous proposons une information sur le temps d'attente au sein des plateformes. Et ça, c'est une information que nous entendons travailler, affiner et sur laquelle nous allons monter en qualité en offrant toujours davantage de prévisibilité et davantage de compréhension de ce que va être le parcours. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois David Krief, le DSI du groupe ADP. David, bonjour, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Bonjour Pierre, bien volontiers. Donc je suis DSI du groupe ADP, groupe que j'ai rejoint en fin 2019. Et j'ai par ailleurs la chance d'exercer deux autres responsabilités, celle de vice-président du SIGREF et de président du Data Space EONAX. D'accord, bon, on va en reparler un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du groupe ADP qui s'appelait Aéroport de Paris avant ? Oui, donc Groupe ADP est un leader du monde aéroportuaire. C'est l'un des leaders mondiaux de l'industrie. Nous sommes un groupe aéroportuaire et on conçoit notre mission comme une mission également d'hospitalité, c'est-à-dire que notre mission est d'accueillir des passagers dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, notre raison d'être, accueillir les passagers, exploiter et imaginer les aéroports de manière responsable et à travers le monde. Deux éléments importants pour nous, à travers le monde, parce qu'on est un groupe mondial, on a accueilli 344 millions de passagers l'année dernière dans le monde entier, 106 à Paris, et de manière responsable parce que les éléments de transformation environnementale, de réduction de notre impact environnemental sont vraiment au cœur de notre stratégie. Pour nous, c'est complètement existentiel. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'arrivée, quand tu es arrivé à la DSI ? Quelle était un peu la perception de la DSI et qu'est-ce que tu as mis en place ? Alors, quand je suis arrivé, déjà, on est rentré en plein Covid. Donc déjà, quand je suis arrivé fin 2019, début 2020. Donc assez rapidement, la DSI et tout l'aéroport s'est désertifié. On était en plein Covid. Et ça a permis de regarder la réaction de l'aéroport, la manière dont il se réorganisait par rapport à cette crise. Quelque chose de complètement nouveau. C'est la première fois qu'on fermait complètement des terminaux et un aéroport. Donc ça, c'était quand même nouveau. La perception de la DSI, c'est un métier parmi d'autres au sein de l'aéroport. Un aéroport, c'est un endroit dans lequel s'exercent 250 métiers différents. Et la plupart de ces métiers, pas tous, mais la plupart, sont des métiers très techniques. Et donc ça veut dire qu'on est dans un domaine où on dépend pour la réussite collective du fait que d'autres personnes maîtrisent un métier qui n'est pas le nôtre, qui est aussi complexe que le nôtre, et que l'ensemble de ces métiers doivent s'articuler pour un résultat collectif. Là-dedans, l'ADSI est l'un des métiers techniques. Alors, étonnamment, on est un métier technique, mais on n'est pas les métiers ni les plus techniques, ni ceux qui ont les langages les plus abscons au sein de l'aéroport. Donc, c'est assez rafraîchissant pour ça. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment la gouvernance s'organise pour mener cette transformation et mener les grands projets ? Alors, un aéroport est un objet qui est limité dans l'espace. C'est-à-dire qu'on peut voir tout ce qui se passe. Ça, c'est très important dans la culture collective. Et c'est un endroit dans lequel on réfléchit au temps long. Donc, nous avons des projets d'investissement qui sont sur 15 ans, 30 ans, 50 ans. Là-dessus, le temps d'une DSI est évidemment beaucoup plus court. Nous, au-delà de 5 ans, c'est quasiment la science-fiction. On est plutôt sur une échelle 3-5 ans. Donc, ça veut dire que par rapport au rythme de prévision, de planification, d'aménagement de l'aéroport, un aéroport se construit. Nous avons une place à trouver dans un temps qui n'est ni celui de l'exploitation, qui est de très court terme, ni celui de l'aménagement de long terme. Donc, nous sommes là pour établir un lien entre ces deux moments, ces deux temporalités, la période longue et la période courte. Et c'est quoi les projets que tu lances en ce moment ou que tu as lancés ? Alors, certains projets sont assez liés au monde aéroportuaire, donc assez cryptiques. Je dirais qu'on a une thématique très forte autour de la construction de l'aéroport comme un système. Un aéroport, comme je disais, 250 métiers, il y a plein de choses qui se passent en permanence. Tout ça, ça ne fonctionne correctement, ça ne fonctionnera, je dirais, de manière la plus efficace possible que si nous sommes attachés à fonctionner comme un système. Ça veut dire récupérer de l'information sur ce qui se passe, où que ce soit, collecter cette information, réussir à articuler les informations des différentes activités et à en restituer des capacités de prévision, d'allocation, de simulation, d'apprentissage collectif. Donc une partie très importante de notre activité aujourd'hui à la DSI,
et la mise en place de ce patrimoine de données. Quand on parle de patrimoine de données, on a en tête des histoires de flux, de récupération d'informations sur des avions qui décollent, qui arrivent, des bagages, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'un aéroport, c'est avant tout un endroit physique. Nous avons donc une activité assez importante de construction, de réalisation de cartes, de fonds cartographiques. Et nous utilisons ces fonds cartographiques de manière à pouvoir produire un jumeau numérique. L'objectif de ce jumeau numérique, ce n'est pas particulièrement de faire comme à Hollywood avec des représentations 3D et des points qui clignotent partout. C'est de pouvoir identifier lorsque des activités peuvent influer l'une sur l'autre parce qu'elles sont proches géographiquement. Un exemple qui est peut-être l'un des plus parlants, c'est le parcours des personnes à mobilité réduite. Alors, tu sais peut-être que lorsqu'on est dans l'aéroport et qu'on a des difficultés à se mouvoir, on peut demander une assistance. Que ce soit parce qu'on est âgé, parce qu'on a un problème physique quelconque. Donc, il y a des gens qui viennent et qui vont t'acheminer en fauteuil roulant si nécessaire. Un aéroport, c'est sur plusieurs niveaux. Donc, on a besoin d'emprunter des ascenseurs. Tous ne sont pas compatibles. Nous avons parfois des situations dans lesquelles un ascenseur hors service, ce qui est une information de la maintenance, peut conduire à devoir détourner un cheminement d'une personne qui assiste une personne à mobilité réduite. Donc, être capable d'identifier les impacts de la maintenance sur l'assistance aux passagers est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est justement le genre de choses, le genre de bénéfices que peut apporter un jumeau numérique. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie Green IT et la partie sobriété numérique? Je sais que c'est hyper important pour vous. Alors, tout ce qui va être environnemental est déterminant pour ADP. Comme je disais, c'est un enjeu existentiel pour nous. Le Green IT, c'est un sujet qu'il est de plus en plus difficile d'ignorer. Alors, on connaît tous l'augmentation de 2,5% de la part des émissions mondiales en 2016 ou 2017. Aujourd'hui, on est plus proche de 4%. Ça augmente très rapidement. L'IA générative va encore accroître l'empreinte environnementale du numérique. On consomme de l'énergie, on a beaucoup de chaleur fatale, on va avoir besoin d'énormément d'eau, d'énormément de réfrigération, bref, on est très consommateur. Pour autant, on est consommateur, mais on a aussi la possibilité de réduire les impacts environnementaux d'autres activités. Donc, ce qu'on essaye de faire chez ADP, et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, on est en relation avec beaucoup de nos homologues et la discussion sur la place est assez passionnante. On essaye de mettre en regard, d'une part, notre impact environnemental. Donc, nous nous sommes équipés d'une méthode qui permet d'étudier pour nos différents projets, pour l'ensemble de nos activités, notre bilan carbone. Et donc, l'objectif va être d'avoir un budget carbone par rapport auquel nous allons piloter nos investissements et de mettre en regard de ce budget carbone les bénéfices environnementaux que sont susceptibles de produire nos activités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IT for Green. Ça peut être par exemple une maîtrise de nos consommations d'eau, une maîtrise de notre énergie. Ça peut être l'implantation aux endroits pertinents de panneaux photovoltaïques. Ça peut être tout un tas de choses. Avec un élément important à avoir en tête, c'est que dans cette équation, si on y prend garde, on oublie un élément important, qui est l'effet rebond. Ça, on s'en est rendu compte pendant le Covid. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais beaucoup de gens ont télétravaillé. Oui. Et beaucoup de gens se sont dit que c'était sympa le télétravail, qu'ils pouvaient aller vivre en province. Et du coup, se sont éloignés de 100, 200, 300 kilomètres. Ils viennent travailler 15 jours par semaine en Île-de-France, ils travaillent en Île-de-France, mais ils parcourent une distance 5 fois plus importante que ce qu'ils parcouraient avant tous les jours. Ah oui, bien sûr. Et donc, tu y perds. Donc, en réalité, on a ce qu'on arrive à capter assez facilement, c'est l'impact de ce qu'on fait, c'est le Green IT, c'est le coût environnemental de notre activité. Ce qu'on essaye de mesurer, c'est le bénéfice, ce qu'on arrive à décarboner dans les activités pour lesquelles on réalise nos projets. Et ce qu'on doit vraiment réussir à observer de très près, c'est l'effet rebond, c'est-à-dire l'effet sur les comportements des transformations qu'on peut pousser. D'accord. Et c'est quoi les plus gros axes aujourd'hui sur lesquels vous avez économisé ou sur lesquels vous comptez économiser ? Alors aujourd'hui, on est assez centré sur l'eau. C'est un enjeu important pour nous parce qu'on a beaucoup de réseaux d'eau. La production d'énergie photovoltaïque également, c'est un enjeu important. Ensuite, on sait que devant nous va se retrouver la décarbonation du transport aérien lui-même. C'est quand même des tonnes d'acier qui s'envolent dans le ciel. Pour ça, on va avoir un enjeu industriel de production d'énergie décarbonée qui va devoir être compatible avec
les technologies de moteur, d'avion, éventuellement carburant durable, ça effectivement, mais on va aussi devoir piloter, et ça va être un sujet largement numérique, piloter l'acheminement d'énergie. Pour l'instant, on expérimente ce genre de disposition avec les bornes de recharge de véhicules électriques où nous apportons des analyses pour savoir où implanter les bornes. Il faut savoir qu'implanter une borne de recharge, c'est un peu une tarte à la crème, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué que tendre du câble et mettre une multiprise. Il faut enterrer un réseau d'acheminement à très très haute tension qui, lui, est coûteux et lourd, et ce réseau lui-même a un impact environnemental. Donc, ce sont des travaux considérables pour réussir à mettre des bornes. On en a mis sur plusieurs parkings, c'est horriblement compliqué. Donc, si on arrive à prévoir les cheminements des véhicules, prévoir les localisations optimales des bornes, ça signifie qu'on arrivera, à faire ça pour un coût et un impact environnemental maîtrisé, et deux, qu'on aura apporté l'énergie au bon endroit. Donc, on aura été incitatif dans la manière dont notre infrastructure, et notre métier c'est d'être une infrastructure, permet de favoriser le recours à une mobilité décarbonée. Alors pour l'instant, on pense au sol, mais évidemment, demain, on pensera à l'aérien. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu as fait en termes d'IA ou de ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui ? Alors, évidemment, comme tout le monde, on parle beaucoup d'IA matin, midi et soir. Déjà, l'IA, on distingue 3 périmètres. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Premier périmètre distingué, c'est toute l'IA de modélisation. C'est ce qui a été avant le big data, la data science, le machine learning appliqué à de la modélisation, l'aide à la décision. Ça, on l'utilise beaucoup pour prévoir les flux. Un aéroport, c'est la rencontre de 3 flux. C'est des flux de passagers, des flux de bagages et des flux d'avions. Et normalement, tout ça se retrouve à peu près bien au bon endroit. Sinon, on a des problèmes. Et notre travail principal, c'est d'assurer que ces 3 flux sont fluides. Dès qu'il y a des grumeaux, on a des tensions, on peut avoir des risques de sécurité civile parce qu'il va y avoir trop de monde dans des endroits trop petits et on se retrouve en difficulté. Donc nous, tout notre travail, ça va être d'assurer que ces flux se rencontrent comme ils se doivent et restent fluides. Pour ça, nous avons différentes ressources, des personnes, des équipements, des avions qu'on alloue à différents postes, ce qu'on appelle postes avions. Et ce travail d'allocation est nourri par des données et des prévisions de ce qu'en seront les flux de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain, de l'année, etc. Donc, premier élément, tout ce qui va être prévision des flux. Ça, pour nous, c'est capital. Deuxième élément de l'IA, ça va être l'IA de computer vision ou d'interprétation. Donc là, on est plutôt en phase d'expérimentation assez avancée. On a par exemple, à Orly, on a testé des caméras pour évaluer le trafic susceptible de se reporter sur les bus, de manière à avoir des dessertes de bus qui soient les plus pertinentes possibles et offrir des mobilités alternatives aux personnes plutôt que des mobilités plus individuelles et plus carbonées. On a énormément d'expérimentations en cours sur l'analyse vidéo. Un aéroport, c'est très grand, ça a beaucoup de caméras, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de possibilités d'aller chercher de la valeur par l'IA. Et enfin, le dernier sujet, ça va être l'IA générative. Alors, l'IA générative, c'est nouveau. Je pense que personne n'a vraiment craqué le sujet complètement. C'est tellement nouveau qu'on n'a pas encore de cas d'exploitation industrielle qui crée vraiment de la valeur pour les entreprises. Je discutais avec des investisseurs qui me disaient, des analystes financiers qui me disaient que les budgets des DSI aujourd'hui sont entre 1 et 2% sur l'IA générative. Ça veut dire qu'il y a du test, mais il n'y a pas encore de l'adoption à l'échelle. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? On a pris le sujet, on s'est beaucoup posé la question. On était en COMEX il y a un peu plus d'1 an, et on s'est demandé finalement, est-ce qu'on allait essayer de recenser des cas d'usage sur lesquels éprouver l'IA générative ? Et collectivement, on s'est assez vite convaincu que le plus pertinent n'était pas de faire ça. C'était plutôt d'utiliser l'IA générative pour aider les collaborateurs à s'approprier cette technologie. C'est tellement nouveau, c'est tellement différent, c'est tellement peu prévisible aussi dans ses réponses, qu'on a vraiment intérêt à ce que tout le monde sache l'utiliser. Que ce ne soit pas une technologie de l'entreprise qui organise le travail des gens, mais avant tout une technologie dont chacun s'empare avec discernement pour réussir à devenir plus efficace, à augmenter son travail, et une fois qu'on l'aura connecté aux différentes sources d'information de l'entreprise, pouvoir mobiliser l'ensemble des connaissances de l'entreprise.
On a un cas qu'on peut citer qui est assez intéressant, qui va être la mobilisation des informations de localisation des canalisations, des enquêtes environnementales, etc. On fait des travaux tout le temps dans un aéroport. Auparavant, ce que l'on devait faire, c'est on devait aller faire des relevés de terrain pour savoir s'il y avait une canalisation ou s'il y avait un risque environnemental, aller faire ceci ou cela. Mais on pouvait faire des carottages, alors c'était long, des fois on oubliait qu'on l'avait déjà fait, et il fallait actionner la terre entière pour réussir à le faire. Maintenant, toute cette information est collectée dans nos bases et mise à disposition de l'ensemble des collaborateurs. Donc quand on veut faire des travaux quelque part, l'information est accessible extrêmement rapidement. Il se passe deux choses. Un, on a l'information plus vite, on est plus rapide, on n'est pas dépendant des uns ou des autres pour savoir si ce que l'on projette est pertinent. Et deux, on peut tester plein de localisations différentes. Donc ça, c'est la simple mise à disposition de données. On est convaincu que si on arrive à brancher dessus de l'IA générative, on pourra permettre aux collaborateurs d'interroger de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus naturelle, l'ensemble du champ de connaissances de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'utiliser pour l'appropriation des collaborateurs ? Ça veut dire avoir créé déjà un environnement sécurisé. On est une entreprise particulière quand même. On est une entreprise assez liée au transport aérien, donc beaucoup d'enjeux de sécurité. Une des principales portes d'entrée en France, la première porte d'entrée pour le fret international. Donc, la sécurité, la souveraineté, ce sont des sujets qu'on a chevillés au corps. Donc, quand on utilise une IA, pour que les gens l'utilisent sans crainte, sans réserve, il a fallu leur assurer que nous étions sur un environnement qui ne présentait aucun risque. Donc, on a mis ça dans un cloud au niveau de certification Sectum Cloud. On a utilisé un modèle maîtrisé de Mistral pour mettre en place notre propre chat sur ce cloud qui était fermé et qui ne communiquait pas avec l'extérieur. On a mis en place les garde-fous éthiques et on a mis en place un dispositif de formation. On a formé aujourd'hui un petit peu moins de la moitié des collaborateurs pour utiliser l'IA générative. Et cet outil de chat, c'était un petit peu notre cheval de Troie pour pousser à la formation de l'ensemble des collaborateurs. Maintenant que les gens sont formés, nous sommes rentrés dans une phase où nous formons les différentes directions pour identifier les cas d'usage. Et là, on commence à structurer une GenAI Factory et à structurer des forces de réalisation pour être capable de déployer des cas d'usage. Et ce auquel on croit le plus, à brève échéance, c'est l'insertion de l'IA générative à un endroit qui n'est pas digitalisé aujourd'hui, qui est la gestion de la complexité. 250 métiers, quand quelque chose ne marche pas, il faut décrocher son téléphone et appeler on ne sait pas qui. Donc on compte beaucoup sur l'IA pour réussir à orienter tous les gens qui travaillent sur les aéroports. C'est vrai que sur l'IA, ce qui est intéressant, c'est de se dire où est-ce qu'elle est bonne aujourd'hui, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain avec l'IA. Mais il y a des cas d'usage où elle est hyper efficace. Et il faut aller en priorité là-dessus, je pense. Exactement. Et si on essaye d'améliorer quelque chose qui marche déjà, ça veut dire qu'on maîtrise sacrément bien l'IA. Et je pense qu'on n'en est pas là. Tu parlais de souveraineté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait avec Kubernetes et de ce sujet-là en général ? Ah oui, non. Alors ça, c'est un sujet qu'on regarde. C'est la souveraineté, c'est à l'échelle des pays. À l'échelle des entreprises, c'est une question d'autonomie stratégique. Et ça, c'est un sujet auquel on est de plus en plus confronté. Alors, il y a l'actualité récente, évidemment, géopolitique, qui invite un peu tout le monde à se reposer les questions en ces termes. Mais même pour une entreprise, quelle que soit la nationalité du fournisseur, la dépendance au fournisseur devient un enjeu de plus en plus présent. On a tous en tête, des cas d'augmentation de tarifs des éditeurs de 30, 50, 70, 300%, 500% qu'on a connus. Bref. Ça n'arriverait pas avec Lemon Learning. Jamais. Non, mais c'est vrai qu'on est avec des éditeurs qui sont souvent situés sur un autre continent, avec qui la relation partenariale ne fonctionne pas selon les règles dont on a l'habitude. Et tout le monde commence à jouer ce jeu-là. On se trouve avec des gens souvent qui ont levé des fonds considérables pour l'IA générative et qui doivent assurer une certaine rentabilité. Et c'est bien normal de leur activité. Et beaucoup d'éditeurs se rendent compte, pas tous bien évidemment, et Lemon Learning moins que les autres, mais certains éditeurs se rendent compte qu'ils sont en position dominante vis-à-vis de leurs clients et commencent à exploiter ça. Donc ça signifie que pour conserver une autonomie vis-à-vis de ces fournisseurs, nous devons être en mesure de trouver des alternatives, de pouvoir casser la relation et se projeter sur d'autres technologies.
Alors, dans le domaine de la finance, tu as la directive DORA qui arrive et qui demande à toutes les banques d'assurer un plan de continuité en cas de défaillance ou en cas d'agissement répréhensible d'un de ses fournisseurs. Toute la place est en train de prendre conscience de cet enjeu. Je pense que la finance, comme souvent en tant que secteur très régulé, va éclairer le chemin. Je pense aussi que l'arrivée de l'IA nous fait prendre conscience d'un nouveau mode d'exploitation. Finalement, qu'est-ce qui se passe avec l'IA ? Je reviens un petit peu sur la question, mais c'est très lié à la souveraineté et à l'autonomie. Avec l'IA, il se passe deux choses. L'IA dans un monde où on utilise de plus en plus de logiciels en SaaS. Il se passe, d'une part, que nos données ne sont plus chez nous. Nous utilisons un service. Quand nous faisons appel au SaaS, on n'est pas propriétaire d'un logiciel. Donc les données sont déposées chez l'opérateur du SaaS, qui peut les exploiter comme bon lui semble. Et on a fait plusieurs tests récemment avec des éditeurs que je ne citerai pas, en leur demandant de signer des clauses contractuelles par lesquelles ils s'engageaient à ne pas utiliser nos données pour entraîner des modèles d'IA ou ne pas les céder à des tiers pour qu'ils entraînent les modèles d'IA. Ils ont refusé de signer ces clauses. Alors on ne sait pas s'ils l'exploitent, peut-être qu'ils préservent simplement une possibilité à l'avenir. Mais ça veut dire que, en pensant utiliser un service, il est possible que nous nourrissions un futur concurrent, que nous donnions les moyens à un grand éditeur de devenir nous concurrencer en apprenant nos savoir-faire. Et ça, c'est un cas qui semble se diffuser. Et le deuxième sujet, c'est que avec les fonctionnalités d'IA et le fait que maintenant on a des mises à jour automatiques de logiciels chez nous, sur les postes de travail, les écrans de nos collaborateurs deviennent de plus en plus des outils de promotion pour les fonctionnalités d'IA des éditeurs. Donc cette question de maîtrise de l'outil informatique, de maîtrise de ce que nous installons, de ce que nous croyons posséder, est un sujet fondamental. Pour les entreprises, c'est un sujet d'autonomie stratégique. Donc on doit être lucide sur le sujet. Nous devons regarder de près l'ensemble des clauses que nous signons et être aussi ferme qu'il est possible sur la propriété de nos informations et de nos savoir-faire. Par rapport aux situations de dépendance économique, on doit être capable de changer de fournisseurs facilement. C'est pour ça que nous étudions les pistes du type Kubernetes ou autres. On n'a pas arrêté de choix, mais nous sommes très intéressés par les technologies qui permettent de réduire la dépendance à un fournisseur exclusif. Et au niveau des nations, ça se traduit par des questions de souveraineté. Et aujourd'hui, ces pratiques d'augmentation hyper fortes des licences, je ne parle pas de 5-10%, mais vraiment des augmentations qu'on a connues récemment, c'est plutôt sur les éditeurs SaaS ou c'est plutôt sur tout ce qui est IaaS et infrastructure ? C'est une bonne question. On en a connu sur l'infrastructure. Je pense qu'on a tous un nom en tête. Alors, on entend de la place. Évidemment, chaque entreprise a une expérience contrastée. Et, nous, on n'a pas de grief particulier en la matière. Mais on a tous en tête certains noms sur les infrastructures. Sur le IaaS, je pense que la situation est plus ambiguë. C'est qu'en fait, le IaaS, souvent, est une porte d'entrée vers la fourniture de services annexes. Et le contrat IaaS se négocie de plus en plus en rajoutant d'autres services, en faisant des discounts en échange du fait de mettre le doigt dans l'engrenage et de commencer à utiliser d'autres services. Et ensuite, les licences en elles-mêmes, qu'elles soient on-prem ou en SaaS, connaissent aussi des augmentations importantes. Donc je dirais que c'est un peu tous azimuts avec des contrats qui nécessitent de nous, DSI, de nous équiper en support juridique, plus que par le passé, en juristes spécialisés dans les contrats de licence. Ça, c'est quelque chose de nouveau depuis 5-6 ans. Ça émerge avec quand même pas mal de force. Et ça nous oblige aussi à toujours penser à positionner des alternatives pour éviter que une offre IaaS s'obtienne à bon prix en échange de la commande de quelques services complémentaires qui demain seront les véhicules par lesquels on sera un peu étranglé. C'est vrai que nous, de notre côté, on approche des 200 clients aujourd'hui. Donc j'ai un bon panorama et je vois une vraie professionnalisation des DSI sur l'aspect juridique, sur les contrats, sur la façon de les discuter, sur la façon de les négocier, avec des craintes aussi et des retours d'expérience, d'augmentation de prix. Enfin, c'est des sujets qui n'étaient pas du tout là il y a 10 ans quand j'ai créé la société, quoi.
On parlait d'IA. Est-ce que tu as des cas d'usage que tu penses mettre en place sur l'expérience voyageur? Alors, sur l'expérience voyageur, on a pas mal de cas aujourd'hui sur, là encore, les aspects de prévision de flux. Un aspect important dans l'aéroport, c'est la maîtrise du temps. Et ce que nous avons fait dans le site web, le nouveau site web qui est ouvert depuis le 5 mars dernier, nous proposons une information sur le temps d'attente au sein des plateformes. Et ça, c'est une information que nous entendons travailler, affiner, et sur laquelle nous allons monter en qualité en offrant toujours davantage de prévisibilité et davantage de compréhension de ce que va être le parcours au sein de l'aéroport. Donc tu parles du temps d'attente, par exemple, à la sécurité? Par exemple, exactement. Qui est un élément important de toute expérience, du passager. On a beaucoup de choses à faire en termes de transmission d'informations et d'identification du canal pour aller apporter la bonne information au bon moment aux passagers, qui sont tous dans des situations très différentes. L'IA pour le passager, ça peut avoir un intérêt quand tu veux traduire, et par exemple, on peut imaginer un passager qui se présente face à un écran et avec son billet d'avion, ou si demain on met en place des éléments de biométrie ou autre, on peut imaginer pour lui parler directement dans sa langue. Ça sont des choses qui auront un intérêt pour les passagers, mais en tant que tel, il y a peu de cas d'IA directement tournée vers le passager. Oui, c'est vrai. On a en revanche beaucoup de gens qui travaillent sur l'aéroport. On est 6000 ADP à Paris. C'est gros, mais c'est pas colossal. Sur les plateformes parisiennes, c'est 120 000 personnes qui travaillent tous les jours. Donc, ça veut dire que tu as plein de gens, plein de gens, souvent avec un fort turnover, qui vont travailler sur l'aéroport. Et là, pour le coup, en coordination de toutes ces personnes, on est assez convaincu qu'une IA générative peut permettre à tout le monde de se trouver plus facilement, de se comprendre plus facilement, d'appréhender notre complexité. Donc, on a deux publics, entre guillemets. On a les passagers qu'on accueille et on a l'ensemble des gens qui travaillent, qui sont une petite ville. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même métier, en caricaturant. Justement, tu peux nous parler un petit peu des terminaux de demain et de la façon dont tu envisages l'évolution des terminaux? Alors, les terminaux de demain. Alors, déjà, une fonction importante du terminal de demain va être d'accompagner l'aviation décarbonée. Ça, c'est demain, pas dans 3 ans, mais pas dans 30 ans non plus. Donc, ce sont des sujets industriels forts auxquels on réfléchit. C'est un enjeu. Et pour que je comprenne bien, l'aviation décarbonée, ça sera quel type de technologie derrière? Ah, ça, on ne sait pas encore. Tu as plusieurs options. Tu peux avoir l'aviation électrique, mais ça, a priori, c'est plutôt pour des tout petits porteurs, pour des distances assez courtes, parce que les batteries sont lourdes. Tu peux avoir l'hydrogène, mais il y a pas mal de verrous technologiques. Tu peux avoir, pour le coup, à beaucoup plus court terme, ce qu'on appelle les SAF, les carburants aériens durables. Sustainable Aviation Fuel, ça va être des carburants qui sont pour partie biosourcés, avec des sources biologiques évidemment renouvelables. L'avantage des SAF, c'est que tu peux les mettre dans les moteurs d'avion existants aujourd'hui. L'aviation à hydrogène, ça supposera non seulement d'avoir des moteurs à hydrogène, mais aussi que tous les aéroports du monde puissent produire de l'hydrogène, enfin en tout cas avoir de l'hydrogène et les proposer aux avions. Donc, tu as des verrous technologiques, industriels, partenariats qui sont différents pour chacune des technologies. Et peut-être que demain, on aura des technologies de batterie ultra légères et qui rendra la voie électrique beaucoup plus facile. Là, j'avoue que ce sont des sujets très complexes et qui dépassent largement le champ de l'IT. Sur le plan des terminaux, pour le coup, l'aéroport est en train de on appelle ça la smartisation de l'aéroport. Au fond, smartiser, ça veut dire que l'aéroport est en train de devenir conscient de lui-même. Donc, il a de plus en plus de capteurs, l'équivalent des nerfs. Donc, il est capable de savoir combien de personnes sont à tel endroit, dans quel état, quelle est la congestion de l'enregistrement ou d'une autre étape. Il va être capable de mesurer le fonctionnement des équipements, la température, etc. Bref, avoir de plus en plus de mesures sur ce qui est en train de se passer. Conscient de lui-même, ça veut dire aussi capable de mettre en relation ces éléments, donc savoir que ce qui se passe à un bout de l'aéroport aura des conséquences plus tard à un autre bout de l'aéroport, donc avoir un modèle qui va unifier les informations présentes dans tout l'aéroport et proposer des décisions d'allocation, d'arbitrage dans les tours de centrale, dans les tours l'équivalent d'une tour de contrôle, mais pour l'aéroport, pour les opérations au sol,
qu'on appelle les APOC. L'aéroport de demain, ce sera aussi un aéroport, je pense, dans lequel on verra probablement moins d'équipements digitaux que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit une croissance du nombre d'enregistrements à domicile. Ce n'est pas un sujet à 3 ans ou 5 ans probablement, mais il est très probable que, comme toutes les activités, l'aérien s'appuie de plus en plus sur les équipements digitaux et notamment le smartphone qu'on a tous. Donc on va avoir un processus qui va être plus digitalisé, un aéroport avec davantage de captation d'informations, de mise en relation, de modélisation d'IA et paradoxalement peut-être une présence moins visible de tous les équipements qui nous sont aujourd'hui familiers au profit d'une utilisation des équipements qu'on a dans la vie de tous les jours. Alors tu es président d'EONA X, est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Alors EONA X, c'est un data space. Alors, d'habitude, je m'accroche un peu quand j'explique ça, mais là, on est entre nous, donc, donc ça devrait être plus simple. Alors, qu'est-ce que c'est un data space ? Ça a été lancé dans un cadre qui s'appelle Gaia X. Je reviendrai là-dessus après. Un data space, au fond, ça cherche à répondre à 2 problématiques. Ça fait 2 promesses. La première, c'est que quand on veut échanger des données, on est un peu à l'âge de pierre. Aujourd'hui, quand je veux louer une voiture, j'appelle, je dis Pierre, est-ce que tu peux me louer une voiture ? Tu me réponds oui pour telle date, ok. On n'a pas besoin de se dire plus. Je sais qu'une voiture, ça a un volant, des pédales, je peux rentrer dedans, doit y avoir des sièges, des roues et ça prend de l'essence ou de l'électricité. Et toi, on me dit, en répondant oui, tu supposes que je vais venir avec mon permis de conduire. Il n'y a pas 50 choses de plus à se raconter. Il y a énormément de suppositions, de suppositions accordées dans cette phrase-là. Aujourd'hui, quand on doit échanger avec une compagnie aérienne pour savoir combien de bagages avons-nous échangé ou traité cette journée-là, on se demande qu'est-ce que vous appelez cette journée, comment vous la définissez, c'est quoi pour vous un bagage, et puis on va se mettre ensemble pour voir comment est-ce qu'on les compte. Rien n'est normalisé. On est obligé de définir chaque information. Donc une promesse importante d'un data space, c'est d'être un écosystème dans lequel l'échange de données est simple, et en particulier on se comprend. Donc avec une sémantique, une ontologie qui est soit harmonisée, soit des outils de traduction qui permettent de se comprendre au sein de catégories d'utilisation. Donc ça, c'est la première promesse. Et la deuxième promesse, c'est contenu dans le nom de Gaia X. Gaia X, donc c'est une initiative franco-allemande, mais elle est à l'origine allemande. Gaia, ça veut dire German Artificial Intelligence Association. Et le X, c'est une représentation visuelle de ce qu'est le projet de Gaia. Gaia a tiré le constat que nous n'avions pas de grands éditeurs d'hyperscalers de cloud en Europe et qu'on n'en aurait pas à court-moyen terme. Donc, puisqu'on n'en aurait pas, ça signifie qu'on risquerait de ne pas avoir accès à l'ensemble des informations dont disposent les entreprises européennes. Et on sait bien que les hyperscalers développent des modèles d'IA, non pas en exploitant abusivement les données, mais en proposant des services d'IA que nous consommons et les consommons, nous affûtons les modèles, etc., etc. Donc, pour réussir à rattraper cette étape-là, Gaia X a pour projet de rendre les données accessibles où qu'elles soient, et donc de permettre, sur la base du consentement évidemment, d'avoir accès aux données des entreprises européennes, qu'elles soient localisées chez nous, dans des clouds européens, américains ou n'importe où. Et la promesse du data space, c'est justement cet accès, cette facilité dans l'accès à la donnée, à des fins notamment de développement de modèles ou de cas d'usage d'intelligence artificielle. Et EONA X, nous, ce qu'on est, c'est on est le data space dans le domaine du transport, du tourisme, de la mobilité. ADP a fondé EONA X aux côtés d'Amadeus, aux côtés de la SNCF, d'Air France, de l'aéroport Marseille-Provence, d'Accor et de Renault. Nous avons été rejoints par beaucoup d'entreprises depuis. Et du coup, c'est un projet qui a joué un rôle clé dans les Jeux Olympiques 2024. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, merci de me poser la question. Donc finalement, les data space, on a fondé ça en 2021, je crois, 20 ou 21. Et assez vite, puisqu'on était tous DSI là, dans le groupe, c'est le cas dans tout Gaia, on a assez vite été sur la technique, mais plus difficilement sur l'utilisation concrète de toutes ces technologies-là. On s'est lancé le défi assez rapidement de trouver des cas d'usage concrets pour ne pas dépendre de subventions ou de la bonne volonté des uns ou des autres. Et finalement, le premier défi qui nous est apparu de manière assez manifeste, c'était d'être utile pendant les Jeux Olympiques.
Alors, c'était un pari un petit peu fou quand on se l'est lancé. On s'est lancé, on était tous d'accord, mais on était aussi tous très inquiets quand on a décidé ça début 2023. Et on a utilisé EONAX pour réussir à faire deux choses. Récupérer des informations des bus et du COJO sur la localisation des délégations lorsqu'elles arrivent en France, de manière à suivre le parcours des délégations et pouvoir assurer leur bon cheminement jusqu'au village olympique. Les informations étaient transmises des compagnies de bus et du COJO vers ADP via EONAX et in fine vers le ministère de l'Intérieur qui suivait pour des raisons de sécurité civile l'intégralité de ces parcours. Et deuxième usage, c'est qu'on a utilisé les informations qui étaient envoyées cette fois par avance de phase pour être capable de prévoir la journée, donc d'allouer une délégation à un horaire et un bus à un endroit sur le terminal. Comme je le disais tout à l'heure, la clé de l'exploitation aéroportuaire est d'éviter les congestions. Or, les bus, c'est un gros machin. Ça fait facilement de la congestion. Donc, si tu te retrouves avec 3, 4, 5 bus devant un terminal, tu vas embouteiller toutes tes voies d'accès, tes ronds-points, et tout l'aéroport se retrouvera à l'arrêt. Donc, il était nécessaire de savoir effectuer cette prévision et de mettre ça dans nos modèles, pour le coup, d'IA, de façon à pouvoir avoir une planification de journée qui soit efficace. Alors, tu as encore une casquette, tu es vice-président du SIGREF. Est-ce que tu peux nous parler un peu du SIGREF pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quand même assez connu? Oui, alors le SIGREF, c'est le club des entreprises utilisatrices de l'informatique en France, des entreprises françaises. Le positionnement du SIGREF est un positionnement vraiment d'entreprise utilisatrice. Donc, au sein du SIGREF, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de SN, et ce sont des entreprises françaises, de manière à avoir une communauté d'intérêt géopolitique. Alors, on est en relation très étroite avec les associations homologues dans d'autres pays européens, en particulier en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, et on fait régulièrement cause commune sur différents sujets. Alors, ce qu'on fait au sein du SIGREF, c'est qu'on travaille beaucoup sur des problématiques communes. Donc, ça va être des référentiels de compétences, ça va être des sujets de formation, ça va être des concepts opérationnels en matière SI, ça va être des relations avec des fournisseurs. Quand les relations se tendent, le SIGREF muscle aussi son jeu en la matière. Ça va être des questions d'explication des sujets auxquels nous sommes confrontés à destination des décideurs. Donc, c'est vraiment un espace d'échange pour les membres du club. C'est un club, avant tout, le SIGREF. Donc, c'est un lieu d'échange où on discute assez librement de préoccupations qu'on partage. C'est un lieu de ressources communes. J'évoquais les formations, les expériences, etc. Et c'est aussi un lieu de représentation et d'influence. Est-ce que c'est aussi le bon endroit finalement pour rencontrer d'autres DSI et éventuellement étendre son réseau? Oui. Alors, c'est la dimension club. Ouais. Ça, c'est une dimension qui est fondamentale. Déjà, c'est sympa de se retrouver. On se retrouve sans arrière-pensée. Au SIGREF, on paye tous une cotisation. Donc, on n'est pas dans un contexte où on a un engagement en allant à un événement d'accorder des rendez-vous X ou Y comme on peut trouver parfois. Alors, ce n'est pas le cas de tous les événements, évidemment, soutenus par des éditeurs. Mais là, on est vraiment dans un contexte qui est débarrassé de toute arrière-pensée ou de tout filigrane commercial. Donc ça, c'est assez agréable. C'est aussi un endroit dans lequel on peut faire rencontrer les équipes des différentes entreprises. Donc on se retrouve entre DSI, ça c'est utile, on échange, on se connaît, on est dans son réseau, mais on a aussi des groupes de travail dans lesquels on fait travailler nos collaborateurs. Il y a un groupe de travail sur le Green IT, il y a un groupe de travail sur l'IT for Green, il y a un groupe de travail sur la donnée, il y a un groupe de travail sur en son temps, il y avait sur le Move to Cloud. Donc, il y a vraiment énormément de thématiques différentes sur la féminisation de nos fonctions. Il y a énormément de thématiques différentes et c'est une occasion d'ouvrir un petit peu également, d'offrir une ouverture à nos collaborateurs en leur permettant de rencontrer leurs homologues dans d'autres entreprises qui ont les mêmes préoccupations. Et là encore, dans un esprit exempt de toute forme de rivalité. Et c'est quoi vos grands combats en ce moment? Alors, nos grands combats, ça va être les combats par rapport aux éditeurs.
euh, Aïe. qui est qui est une préoccupation pour beaucoup de membres. Ça va être aussi un combat pour définir une posture commune. Comme je le disais, il est nécessaire de savoir se placer en bonne situation pour pouvoir négocier. Là où traditionnellement, on est plutôt dans une approche partenariale avec les éditeurs. Donc là, c'est une éducation de place. C'est également sensibiliser aux enjeux là pour le coup, sur un échelon national et européen, aux enjeux de dépendance technologique et de souveraineté en matière de technologie. Alors non pas souveraineté pour dire que tout doit être français ou européen et on refuse le reste, mais il faut être conscient que la technologie est un outil de création de valeur, mais peut aussi être un outil de transfert de valeur et peut aussi être un outil de dépendance stratégique. Et donc, il faut réussir à utiliser la technologie de manière à ne pas s'exposer à ce transfert de valeur ou à cette dépendance stratégique. Et ensuite, on a énormément de messages que l'on porte en matière de leadership, en matière d'exploitation de données, en matière de formation, en matière de cybersécurité. La cybersécurité, ce n'est pas uniquement l'affaire des entreprises, ce sont aussi les exigences que nous pouvons porter par rapport aux produits que fournissent les éditeurs. Aujourd'hui, quand on achète une voiture, parce que j'ai avec les voitures aujourd'hui, mais quand on achète une voiture, il y a une ceinture de sécurité, puis il y a l'ABS. Puis normalement, c'est la voiture qui assure la sécurité. Ce n'est pas au conducteur de rajouter des petits patchs en permanence pour assurer que la voiture est sécurisée. Dans le monde informatique, ça ne marche pas comme ça. Le logiciel fait ce qu'il fait, et derrière, c'est à l'acquéreur d'assurer la sécurité du logiciel. Donc on essaye petit à petit de porter le message que la charge de la sécurité ne relève pas que des entreprises utilisatrices, mais aussi peut-être un peu, et beaucoup, des partenaires et éditeurs avec qui nous travaillons. Alors, est-ce que tu as une anecdote marquante ou un défi que tu as dû relever dans le groupe ADP ou avant? Alors, j'avais 2 défis. Le premier, ça a été de devoir trouver une bonne façon d'expliquer les data space. Ça, c'était un gros défi pendant longtemps. Et pour réussir à embarquer les entreprises, c'était assez fondamental. Deuxième défi, ça a été les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques en 2024, ça a été à la fois un projet assez simple parce que l'échéance n'est pas déplaçable. Toute l'entreprise va dans la même direction. Donc là, c'est du pain béni. Je pense qu'on n'a jamais ces circonstances-là qui sont réunies. Mais dans le même temps, on savait qu'on devait faire l'impossible, qu'on était le premier contact avec la France des athlètes et le dernier souvenir qu'ils emporteraient se formerait dans nos terminaux. Donc quelque part, on pouvait faire trébucher le pays tout entier si on faisait mal notre boulot. Donc on avait un peu de pression et la manière dont on l'a relevé est une manière dont je suis particulièrement fier. C'est que on avait énormément de choses à faire. On a fait le village olympique, l'enregistrement des portées, beaucoup de choses qu'on nous avait demandé. Et dans toute cette situation-là, on a réussi à se porter un petit peu en avance et à faire des propositions, à construire des choses que personne n'avait imaginées avant. On a construit le jumeau numérique pour accompagner la location des bus et le déplacement des volontaires dans les terminaux. On a modifié la manière dont on faisait l'enregistrement des portées pour apporter davantage de robustesse et de résilience. On a apporté énormément d'idées neuves. Et ça, tu me demandais au début quelle est l'évolution du positionnement de la DSI. Je répugne un peu à répondre, c'est pas moi qui apporte ça. Là, simplement par ma présence, mais c'est un changement graduel au sein des DSI. C'est que de plus en plus, nous nous positionnons en avance de phase dans la proposition de valeur. Nous avons des choses à dire. Si nous ne les disons pas, il faut que nous soyons conscients que personne dans l'entreprise ne les dira. Et dans les jeux, dans ce moment particulier, on a réussi à relever ce défi. On a réussi à dire des choses que personne n'aurait dites sinon. Et je pense que ça a contribué à notre performance collective pendant ce moment important. Alors aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un jeune DSI ou quelqu'un qui va être sur le point d'être promu DSI ou qui prend un poste de management dans une entreprise, dans une DSI? Ah, c'est une bonne question. Déjà, je vais lui transmettre le conseil que m'avait donné Gilles Lévesque, mon prédécesseur, qui était établir des contacts avec d'autres DSI. Essaye d'avoir le maximum d'ouverture extérieure parce que, souvent sont des positions dans lesquelles on n'est pas seul, mais on exerce un métier singulier dans les entreprises. Et
c'est important de trouver des pairs pour partager sur ces difficultés, pouvoir échanger de manière sans enjeu particulier, autre que trouver un regard amical et informé. Ce sont des sujets que nous avons à traiter qui sont importants pour les entreprises, qui sont souvent vitaux pour leur capacité à maintenir leurs compétences, à créer de la valeur, mais sont des sujets qui sont souvent difficiles à expliquer. Et que l'on prenne un poste de DSI ou que l'on évolue vers ce type de fonction, il faut de plus en plus réussir à l'expliquer, réussir à comprendre comment ces technologies et ces partenariats que nous nouons peuvent nous orienter vers le chemin soit de la dépendance et du transfert de valeur, soit vers le chemin de valeur pour son entreprise à soi. Et enfin, la fonction DSI au sein d'une entreprise est une fonction qui est rarement en concurrence, y compris par rapport à nos concurrents directs. La DSI est l'une des directions qui éprouve le moins de lutte concurrentielle avec son homologue. Donc ça veut dire que les DSI de toutes les entreprises sont un endroit idéal pour établir de partenariats entre organisations. Là, c'est ce qu'on fait également dans le cadre d'Eonaix, c'est qu'on est en relation avec les DSI de beaucoup d'autres entreprises et à partir de là, on arrive à faire émerger des sujets de coopération. Et je pense que quand on va vers ce type de fonction, l'un des principaux sujets, c'est comprendre la manière dont les technologies que nous manipulons vont s'insérer dans l'entreprise, quelle est cette voie singulière que nous avons apportée, et ensuite s'ouvrir sur l'extérieur pour offrir des opportunités de partenariat nouveaux à son entreprise et simplement pour avoir du soutien dans une fonction qui est, encore une fois, extrêmement singulière. David, merci beaucoup pour cette interview. Je pense qu'on a vraiment appris plein de choses. C'était hyper intéressant d'avoir ta vision sur l'IA, l'initiative que tu as lancée, le SIGREF également et le jumeau numérique. Donc, écoute, je te dis à très bientôt et merci encore. Très bien, merci beaucoup Pierre, c'est un plaisir d'être là. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est un plaisir d'avoir de plus en plus de gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous êtes DSI, vous êtes expert de l'IA, de la conduite du changement, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos contacts en bas dans la description. Donc on serait ravis de vous interviewer. Et par ailleurs, je vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode de CIO Pioneers. Merci.